bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction à l'Empire du Kush. L'Empire du Kush prit forme dans une région connue sous le nom de Nubie, située dans la partie sud de ce que nous appelons aujourd'hui l'Égypte et le Soudan. Cette zone, bordée par le Nil, servit de berceau à une civilisation ancienne dont l'influence s'étendit bien au-delà de ses frontières initiales. Depuis des millénaires, les historiens et archéologues s'intéressent à ce royaume fascinant dont les traces évoquent un monde d'organisation sociale, de commerce et de pouvoir. Pour mieux comprendre ce paysage, il est essentiel de se figurer les vastes étendues désertiques traversées par le fleuve sacré qui rythmait la vie des habitants. Le climat de la Nubie, en dépit de sa rigueur, permit l'implantation de communautés stables grâce à l'irrigation assurée par le Nil. Cette rivière, artère principale de la région, apportait non seulement l'eau, mais aussi la fertilité nécessaire à l'agriculture. Les jardins, bien dessinés, côtoyèrent les habitations faites de briques d'argile séchées au soleil. Au fil des siècles, ces établissements devinrent des centres d'échange florissants, reliant le sud à l'Égypte et à d'autres territoires africains. L'économie du Kush reposait ainsi sur des productions agricoles variées, accompagnées d'un réseau commercial dense. Politiquement, le royaume devint une entité puissante. Les souverains du Kush, parfois appelés les pharaons noirs, adoptèrent des titres et symboles proches de ceux des pharaons égyptiens. Cette adoption témoignait d'une volonté d'affirmer leur légitimité et leur pouvoir suprême. La dynastie kushite s'illustra notamment durant la période dite de la 25e dynastie égyptienne, lorsque ces rois venus du sud prirent le contrôle de l'Égypte. Leurs règnes furent marqués par une politique d'intégration culturelle et religieuse poussée, mêlant traditions nubiennes et égyptiennes. Les fouilles archéologiques dans la région ont révélé des pyramides, temples et tombeaux, qui parfois rivalisent avec ceux d'Égypte par leur complexité et leur symbolique. La nécropole de Méroé, au cœur de l'Empire, en est un exemple frappant. Elle regroupe plusieurs centaines de pyramides construites pour abriter les restes des souverains et des nobles. Ces édifices témoignent d'une maîtrise technique avancée ainsi que d'une riche production artistique. Les objets découverts, comme des bijoux, des céramiques et des outils, dévoilent aussi beaucoup sur le quotidien et les croyances de ce peuple. Le commerce joua un rôle majeur dans la prospérité du Kush. Les routes caravanières traversaient le désert, reliant des points stratégiques pour échanger de l'or, de l'ivoire, des épices et d'autres marchandises précieuses. Ce réseau commercial faisait aussi circuler les idées et les pratiques religieuses. Parmi elles, les cultes locaux s'entremêlaient à ceux d'Égypte, donnant naissance à un panthéon spécifique où le dieu Amon occupait une place centrale. Ce mélange religieux renforçait le pouvoir des rois, qui se présentaient comme dépositaires de la volonté divine. La structure sociale du royaume était complexifiée par une organisation hiérarchique bien définie. Le roi était un souverain absolu, assisté par une cour composée de prêtres, de conseillers et de militaires. Les artisans et les commerçants occupaient une place importante, participant activement au dynamisme économique et culturel. Les paysans, quant à eux, assuraient la base de la société par leur travail quotidien dans les champs. Il est intéressant de noter que certaines femmes jouèrent des rôles influents, parfois même en tant que leaders spirituels ou politiques. L'écriture méroïtique, propre à cette civilisation, reste encore partiellement déchiffrée aujourd'hui. Elle témoigne d'un langage et d'une culture écrite qui accompagnaient la vie administrative et religieuse. En dépit des conquêtes et des influences extérieures, les habitants du Kush gardèrent une identité forte, inscrite dans leurs textes et leurs monuments.
Cette écriture particulière est un indice précieux pour comprendre leur mode de pensée et leur adaptation aux transformations de leur époque. L'histoire du Kouch s'inscrit dans une dynamique de territoire en constante évolution. Entre rivalité et alliance avec l'Égypte, le royaume sut parfois s'imposer, parfois s'effacer. Cette fluctuation témoigne de la complexité des relations politiques en Afrique ancienne. En dépit de sa puissance, le royaume dut faire face aux défis du temps, comme les changements climatiques, les invasions et les pressions économiques. Ces facteurs participèrent à la transformation progressive de cette société au fil des siècles. La culture matérielle du Kouch se distingue par une production artistique originale, notamment dans la sculpture et la poterie. Les représentations figurées, souvent réalistes, montrent des scènes de la vie quotidienne ou des personnages liés à la spiritualité. Les couleurs utilisées, souvent éclatantes, témoignaient d'un savoir-faire raffiné. Ces œuvres permettent aujourd'hui de mieux appréhender l'esthétique et les valeurs de cette civilisation oubliée, offrant des clés pour relier passé et présent. Cette première approche historique et géographique pose les bases indispensables pour approfondir l'étude du royaume du Kouch. Comprendre son cadre naturel, ses conditions de vie et son organisation sociale éclaire les motivations de ses dirigeants ainsi que la richesse de sa civilisation. Au fil de ce récit, nous découvrirons comment ces dynasties noires façonnèrent l'histoire de la Nubie, laissant un héritage que le temps n'a pas totalement effacé. Nous pourrons ainsi explorer les détails fascinants de leur culture, de leurs croyances et de leur influence durable. Au terme de cette introduction, il convient de se préparer à explorer plus avant la figure des souverains eux-mêmes, les pharaons noirs, dont le règne incarna une époque clé de ce royaume puissant. Le chapitre suivant nous emmènera au cœur de leurs actions, de leurs choix politiques et de l'impact qu'ils laissèrent sur la région entière. Cette transition invite à une immersion dans les vies de ces hommes et femmes qui portèrent le Kouch au sommet de son histoire. Les origines du royaume. Les terres qui allaient devenir le royaume du Kouch présentent une histoire ancienne riche, marquée par des développements culturels et politiques profonds. Implanté au sud de l'Égypte, le territoire du Kouch s'étendait le long du cours du Nil, en Nubie, une région aux ressources naturelles variées. Cette géographie a été essentielle dans la formation du royaume, influençant son économie, sa politique et ses échanges. Dès le début, les premières populations nubiennes ont su tirer profit de la fertilité du Nil, combinant agriculture et élevage. L'écriture de la période précise est complexe, mais les artisans du Kouch ont su créer des systèmes d'organisation sociale et politique originaux. On trouve des vestiges architecturaux comme les premières pyramides nubiennes, antérieures à celles mieux connues d'Égypte. Elles témoignent d'un pouvoir royal affirmé et d'une vision religieuse singulière. Les rois du Kouch étaient à la fois chefs militaires et figures spirituelles, incarnant l'unité du peuple et la protection de la terre sous leur souveraineté. La noblesse kouchite développa des rituels et des traditions qui consolidaient leur légitimité. L'interaction avec l'Égypte représentait une dynamique complexe. Le royaume du Kouch a tour à tour subi des influences, mais aussi imposé sa puissance. À une époque, les monarques kouchites ont même régné sur l'Égypte, établissant une dynastie qui entendait réunir le nord et le sud du Nil sous un seul sceptre. Ce moment est connu grâce aux inscriptions historiques et aux objets découverts dans les sites archéologiques. Le rôle des femmes, souvent écarté des récits traditionnels, était également central, avec des reines parfois co-régentes ou chefs à part entière. La religion kouchite, bien que proche de celle de l'Égypte, possédait aussi ses propres dieux et conceptions du monde. Le culte d'Amon occupait une place importante, mais des divinités liées à la nature et à la fertilité touchaient profondément la population. Cette spiritualité reflétait leur ancrage dans la terre et le Nil, éléments vitaux pour la survie. Ainsi,
Le pouvoir royal se légitimait à travers une relation sacrée avec les forces cosmiques et terrestres, reliant les hommes au divin. L'art et l'artisanat du Kouch démontrent une maîtrise remarquable, avec des objets de bronze, de pierre et d'orfèvrerie témoignant d'un haut savoir-faire. Les motifs et symboles présents révèlent une pensée codifiée et une esthétique qui mêle influence égyptienne et originalité locale. Chaque objet, des statuettes aux parures, possède une fonction rituelle ou sociale et renseigne sur les valeurs et croyances de ce peuple. Cette culture matérielle constitue aujourd'hui une source précieuse pour comprendre leur mode de vie et leur organisation. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des tombes royales d'une complexité inédite, avec des éléments décoratifs et des offrandes révélant le respect des ancêtres. Ces lieux de sépulture étaient conçus pour assurer la vie éternelle du défunt, en lien avec les pratiques funéraires égyptiennes adaptées aux spécificités kouchites. Ce mélange syncrétique illustre l'intensité des échanges culturels et religieux dans la région durant des siècles. La position géographique du royaume permettait aussi un contrôle stratégique des routes commerciales, ce qui renforçait son influence. Les premiers royaumes du Sud répondirent ainsi à des besoins tant politiques qu'économiques, fédérant des clans et cités malgré la diversité des populations. Les élites dirigeantes mirent en place des institutions qui assistèrent le roi dans ses fonctions civiles et militaires. Cette organisation permit aux Kouchtis de faire face aux menaces extérieures, tout en favorisant le développement d'une économie prospère basée sur l'agriculture, le commerce et l'extraction minière. Le rôle des prêtres dans cette structure était fondamental, garantissant la cohésion religieuse et sociale. Progressivement, le royaume du Kouch s'imposa dans la région avec une identité propre, transcendant les influences d'extérieur. Cette montée en puissance ne fut pas linéaire, marquée par des périodes d'expansion et de repli, mais toujours soutenue par une population attachée à ses traditions et son territoire. Les archives, bien que limitées, attestent d'une capacité d'adaptation remarquable face aux changements environnementaux et politiques. Le Kouch fut ainsi un acteur clé dans la longue histoire de la vallée du Nil. Le travail des archéologues continue d'enrichir notre connaissance de cette civilisation méconnue, apportant des témoignages nouveaux chaque année. Les découvertes récentes révèlent une société complexe, où la guerre, la paix, la religion et le commerce étaient intimement liés. Comprendre ces débuts permet de mieux saisir les raisons pour lesquelles le Kouch a laissé une empreinte durable, malgré les siècles passés et les aléas de l'histoire. L'étude de cette culture dépasse le simple cadre local, questionnant les dynamiques des civilisations antiques en Afrique. Ainsi, les origines du royaume du Kouch se lisent à travers l'élaboration de structures politiques, religieuses et économiques uniques, fondées sur un territoire aux ressources stratégiques. Elles témoignent d'une volonté claire d'affirmation et de préservation face aux puissances voisines. Leurs héritages, bien que partiellement effacés, continuent de fasciner et d'inspirer, encourageant à approfondir l'histoire africaine sous un autre regard. Cette période initiale jette les bases d'une histoire plus vaste, que nous explorerons plus en détail dans les chapitres suivants. La géographie et le climat du Kouch. Le royaume de Kouch, longtemps méconnu dans l'histoire ancienne, s'étendait dans une région aujourd'hui appelée le Soudan, avec une géographie variée qui influençait profondément la vie de ses habitants. Situé au sud de l'Égypte, ce territoire s'étirait le long du grand fleuve Nil, une artère vitale traversant déserts, plateaux et vallées. Le Nil était le cœur battant de Kouch, apportant l'eau indispensable aux populations, permettant ainsi l'agriculture et le commerce. Sa présence constante, ponctuée par les crues annuelles, façonnait les paysages et les activités économiques. Le climat du Kouch oscillait principalement entre aridité et chaleur, caractérisant une zone semi-désertique. Les étés étaient eux longs, avec des températures atteignant souvent des degrés élevés,
tandis que les hivers restaient doux, offrant des conditions plus clémentes pour la vie quotidienne. Ces variations climatiques exigeaient des adaptations spécifiques de la part des habitants, qui dépendaient d'une gestion rigoureuse des ressources naturelles, notamment de l'eau. Les précipitations restaient rares et irrégulières, concentrées surtout en quelques mois de l'année, ce qui limitait les cultures en dehors des bords du Nil. Ce fleuve majestueux formait plusieurs cataractes, zones où ces eaux s'agitaient fortement à cause des rochers et rapides. Ces cataractes jouaient un rôle double. Elles représentaient des barrières naturelles protégeant le royaume contre des envahisseurs, mais limitaient aussi les échanges avec les régions plus au sud. Pour les Koushites, ces obstacles devenaient des points stratégiques, autour desquels se développaient des installations militaires et des centres commerciaux. Le contrôle des passages sur le Nil assurait le maintien de la puissance et de la sécurité du royaume. La topographie du territoire comprenait des plateaux rocheux, des plaines fertiles le long des rives et des zones désertiques. Ces divers paysages constituaient autant de ressources pour la population. Les terres alluviales du Nil étaient exploitées pour la culture de céréales telles que le blé et l'orge, indispensables à l'alimentation locale. Les habitants pratiquaient également l'élevage, notamment des bovins et des ovins, ce qui confirmait la richesse agro-pastorale de la région. Cette diversité économique était le fruit d'une adaptation millénaire aux conditions naturelles changeantes. Outre l'exploitation agricole, le territoire du Kouch était célèbre pour ses richesses minérales. Les montagnes et les roches alentours recelaient de nombreux gisements précieux, dont l'or, le cuivre et l'albâtre. L'or, en particulier, jouait un rôle majeur dans l'économie et la culture, attirant les échanges avec l'Égypte et d'autres royaumes. Les mines d'or étaient étroitement contrôlées par les autorités kouchites, qui en tiraient pouvoir et prestige. Ce métal précieux n'était pas seulement une source de richesse matérielle, mais aussi un symbole de la divinité et de la royauté. Les populations de Kouch avaient développé des techniques sophistiquées pour irriguer leurs terres, profitant de la montée annuelle des eaux du Nil. Ces systèmes comprenaient des canaux, des bassins et des retenues d'eau, permettant d'optimiser l'utilisation de ressources limitées. La maîtrise de ces technologies agricoles était essentielle pour assurer la survie dans un environnement marqué par des périodes de sécheresse. Les agriculteurs et ingénieurs locaux servaient ainsi l'ensemble de la société, intégrant des connaissances pratiques transmises de génération en génération. Les conditions géographiques favorisaient également le commerce fluvial. Le Nil était une véritable autoroute naturelle reliant Kouch aux régions intérieures de l'Afrique et à la Méditerranée. Des bateaux adaptés circulaient régulièrement, transportant marchandises, esclaves, matériaux et idées. Ces échanges renforçaient les liens culturels et économiques, positionnant Kouch comme un carrefour entre les civilisations africaines et méditerranéennes. La maîtrise de ce réseau fluvial se révélait cruciale pour maintenir la prospérité et la cohésion sociale. Au-delà du fleuve, le désert constituait une frontière impitoyable, mais aussi une source de ressources rares. Certains groupes s'aventuraient dans ces étendues arides pour extraire l'ivoire, les peaux d'animaux et les pierres précieuses. Ces activités nécessitaient courage, connaissance du terrain et organisation, révélant la complexité de la société kouchite. Le désert, bien que hostile, faisait partie intégrante du paysage culturel et économique, témoignant des capacités d'adaptation de la population. La végétation était naturellement limitée par le climat, mais les zones proches du Nil jouissaient d'une biodiversité remarquable. On y retrouvait des papyrus, des acacias et des palmiers, essentiels tant pour la construction que pour l'alimentation. La faune locale comprenait des espèces adaptées aux milieux arides et fluviaux, telles que des crocodiles, des hippopotames et diverses espèces d'oiseaux. Cette richesse naturelle influençait également les croyances religieuses ainsi que les pratiques rituelles,
intégrant étroitement la nature dans la vision du monde couchite. L'implantation humaine au sein de ce territoire reflétait une organisation spatiale précise. Les centres urbains et les villages se développaient principalement sur les rives du Nil, où l'eau et les sols fertiles favorisaient la vie. Les habitations étaient construites en matériaux locaux, tels que la boue séchée et la pierre, adaptés au climat chaud et sec. Cette architecture simple mais efficace témoignait d'une compréhension fine de l'environnement. Les activités quotidiennes s'organisaient autour du fleuve, qui demeurait la source première d'énergie et de subsistance. L'histoire géographique de Kouch est aussi marquée par l'évolution progressive des frontières. Au fil des siècles, les limites du royaume fluctuaient selon les dynamiques politiques et les influences extérieures. Cette flexibilité territoriale résultait en partie des défis posés par le milieu naturel. Cependant, le Nil demeurait une constante indiscutable, un axe autour duquel s'articulait toute la vie sociale et politique. La géographie participait ainsi à façonner l'identité même du royaume, créant une unité malgré les diversités internes. La connaissance des saisons était primordiale pour les habitants, qui observaient avec attention les cycles du Nil et les signes météorologiques. Ces savoirs empiriques guidèrent les semailles, les récoltes ainsi que les déplacements. Le calendrier local se structura en fonction de ces phénomènes naturels, assurant un rythme harmonieux entre l'homme et son environnement. Cette symbiose se traduisait par une architecture sociale adaptée aux défis écologiques, valorisant l'expérience et la mémoire collective. Enfin, la géographie du Kouch influençait la dimension spirituelle et symbolique de la civilisation. Les éléments naturels, comme le fleuve, le désert et les montagnes, étaient investis d'un sens mystique et sacré. Ils jouaient un rôle dans les mythes fondateurs, dans les rites et les pratiques funéraires. Cette intégration du paysage dans la culture reflétait une vision du monde où l'homme et la nature s'entremêlaient, défiant souvent l'idée d'un simple rapport utilitaire. Le territoire devenait alors un espace vivant, chargé d'histoire et de sens. Ainsi, comprendre la géographie et le climat du Kouch permet d'appréhender pleinement la complexité de cette civilisation. Ces éléments naturels ne sont pas de simples décors, mais des acteurs essentiels dans le devenir des sociétés. En suivant le cours du Nil et en scrutant les reliefs environnants, on perçoit les défis, mais aussi la richesse d'un royaume qui sut s'épanouir en harmonie avec son environnement. Ce regard posé sur le paysage prépare notre exploration des hommes et des femmes qui incarnèrent ce monde ancien, prêts à révéler leurs histoires dans la suite de notre récit. La société et l'organisation politique. La société couchite se caractérisait par une organisation sociale rigoureusement structurée, reflétant la complexité et la richesse de ce royaume africain ancien. Au sommet de cette hiérarchie se trouvait le roi, souvent appelé le Couchite ou le pharaon noir, un souverain à la fois chef politique, militaire et spirituel. Son pouvoir, bien qu'absolu, reposait sur un réseau d'élites formant l'aristocratie locale, dont la fidélité était essentielle à la stabilité du royaume. Les rois couchites étaient souvent issus de lignées royales anciennes, ce qui leur conférait une légitimité incontestée. Leur rôle dépassait la simple gouvernance, puisqu'ils étaient considérés comme des médiateurs entre les dieux et les hommes, investis d'un mandat divin. Cette dimension spirituelle renforçait leur autorité et justifiait l'organisation sociale rigoureuse qui garantissait l'ordre dans le royaume. Sous le souverain, les nobles jouaient un rôle déterminant dans l'administration quotidienne. Ils occupaient des postes clés dans la gestion des provinces, la collecte des impôts et la direction des armées. Cette classe dirigeante comprenait également des prêtres influents, chargés d'assurer les rituels et de préserver les traditions religieuses qui étaient au cœur de la société couchite. Les villes de Napata et Méroé
centre politique et culturel majeur du royaume, abritait ses élites. Leur entretien des palais, temples et fortifications témoignaient de leur richesse et de leur pouvoir. Ces villes fonctionnaient comme des centres administratifs efficaces, où les décisions importantes étaient prises après consultation avec les conseillers royaux. L'organisation sociale couchite se manifestait aussi à travers les castes artisanales et commerçantes. Ces groupes formaient le tissu économique du royaume. Les artisans, réputés pour leur habileté dans le travail de l'or, de la pierre et du fer, assuraient l'approvisionnement en objets précieux. Les commerçants, quant à eux, entretenaient des échanges avec les régions voisines, facilitant la circulation des biens comme l'encens, les textiles et le bétail. La paysannerie constituait la base de la société, fournissant la main-d'œuvre indispensable à l'agriculture. Cette dernière était organisée autour des crues du Nil, qui irriguaient les terres fertiles. La récolte des céréales, notamment le blé et l'orge, garantissait la subsistance des populations et la récolte des surplus nécessaires au paiement des impôts et au stockage dans les greniers royaux. Ce système économique fondé sur une agriculture prospère permettait au royaume de prospérer et d'assurer la sécurité alimentaire de ses habitants. La société couchite, bien que hiérarchisée, reposait sur une interconnexion complexe entre les différentes classes, chacune jouant un rôle spécifique dans le maintien de l'ordre et de la prospérité. Politiquement, le royaume s'organisait autour d'un pouvoir central fort. Le roi exerçait un contrôle direct sur les principaux aspects du royaume, mais s'appuyait également sur un réseau de fonctionnaires et de gouverneurs régionaux. Ces derniers, souvent nommés par le souverain, administraient les provinces en son nom, assurant le respect des lois et la collecte des impôts. Le système judiciaire couchité reposait sur des lois coutumières et des juges nommés par la cour royale. Le roi pouvait intervenir directement dans les affaires judiciaires importantes et avait le pouvoir d'amnistier ou de condamner, renforçant ainsi son autorité suprême. Cette organisation garantissait une administration efficace de la justice et limitait les conflits internes. Le rôle militaire, essentiel pour la défense du royaume, était étroitement lié à l'organisation politique. Le roi, en tant que chef des armées, dirigeait les campagnes militaires visant à protéger les frontières contre des ennemis tels que les Égyptiens et les nomades du désert. Cette fonction combinait à la fois des responsabilités stratégiques et symboliques, illustrant la puissance du souverain. La noblesse couchite formait donc une élite multidimensionnelle, guerrière, politique et religieuse. Elle s'appuyait sur une tradition ancienne et s'inscrivait dans la continuité des grandes civilisations africaines. Cette élite participait au maintien de la stabilité interne et à l'expansion des territoires sous contrôle couchité. La société comprenait aussi des groupes sociaux moins privilégiés, souvent exclus des cercles du pouvoir. Parmi eux, les esclaves et serviteurs occupaient des fonctions diverses, chargés notamment des travaux domestiques et de certains travaux agricoles. Leur présence était une réalité courante, bien que réglementée par les lois et coutumes locales. Il est important de noter que, malgré cette hiérarchie rigoureuse, le royaume couchité développait des systèmes d'entraide et de tradition communautaire. Ces mécanismes sociaux renforçaient la cohésion au sein des villages et permettaient de faire face aux défis climatiques et économiques qui pouvaient menacer la stabilité du royaume. Le rôle des femmes dans cette organisation sociale, bien que moins documenté, semble avoir été significatif. Certaines d'entre elles, membres de la famille royale ou prêtresses, détenaient des positions de pouvoir. Elles participaient aux cérémonies religieuses et parfois à des fonctions administratives, illustrant ainsi la diversité des rôles dans la société couchitée. Le fonctionnement politique du royaume reposait donc sur un équilibre entre autorités centralisées et réseaux locaux de pouvoir. Les chefs locaux, tout en étant subordonnés au roi, jouaient un rôle crucial dans la gestion quotidienne des affaires. Ils représentaient le lien entre le pouvoir central
et les populations rurales dispersées à travers le territoire. Le royaume couchité s'organisait aussi autour de symboles forts, tels que le trône royal et les insignes de pouvoir, qui consolidassent l'image du souverain. Ces symboles étaient visibles dans les cérémonies officielles, où le pharaon noir apparaissait entouré de ses conseillers et guerriers, renforçant le sentiment d'unité et la légitimité du pouvoir. Dans cette structure, la religion occupait une place centrale. Le souverain était considéré comme un intermédiaire entre les dieux et son peuple, conférant une dimension sacrée à son pouvoir politique. Les temples et sanctuaires disséminés sur le territoire témoignaient de cette importance, servant également de centres administratifs et économiques. L'administration des ressources naturelles, notamment le contrôle des mines de fer et d'or, représentait une autre facette clé du système politique couchité. Le roi et ses administrateurs surveillaient ces richesses, qui contribuaient au financement de l'État et à la richesse de l'aristocratie. Les échanges commerciaux avec l'Égypte, mais aussi avec les régions de la Méditerranée et de l'Afrique intérieure, étaient régis par des règles fixées par l'autorité royale. Ces échanges permettaient au royaume de s'enrichir et d'affirmer son influence dans un contexte géopolitique complexe. Cette organisation politique était donc à la fois centralisée et capable d'une certaine flexibilité pour intégrer les divers groupes ethniques et régions. La diplomatie et la guerre faisaient partie intégrante de la stratégie royale pour préserver l'intégrité territoriale et assurer le rayonnement du royaume. Dans l'ensemble, le système social et politique du royaume de Kouch représentait un modèle sophistiqué qui combinait tradition, pouvoir et pragmatisme. Cette organisation, bien que méconnue de beaucoup, témoigne de la richesse culturelle et historique d'une civilisation africaine majeure. Le roi Taharqa, l'un des souverains les plus connus du royaume, illustre parfaitement ce modèle. Sous son règne, la puissance politique et religieuse du Kouch fut consolidée, tandis que les relations diplomatiques avec l'Égypte atteignaient un sommet, symbolisant l'importance d'une organisation sociale bien rodée. En somme, la société couchite, à travers sa hiérarchie et son fonctionnement politique, reflète une culture profondément ancrée dans ses valeurs et ses traditions. Loin des récits dramatiques ou romancés, cette histoire révèle la capacité d'un peuple à bâtir un royaume unifié, durable et influent. Ce panorama social et politique offre une base solide pour comprendre les périodes suivantes de l'histoire couchitée, notamment ses relations complexes avec les civilisations voisines. En suivant cette trame, nous pourrons explorer à présent les aspects culturels et religieux qui ont contribué à forger l'identité de ce royaume fascinant. Les pharaons noirs et leur rôle. Il est fascinant de découvrir que, bien avant les époques que l'on étudie communément, une dynastie venue du cœur de l'Afrique a régné sur l'Égypte ancienne. Ces souverains, que nous appelons aujourd'hui les pharaons noirs, venaient du royaume de Kouch, situé au sud de l'Égypte, en Nubie. Leur arrivée sur le trône égyptien correspond à une période de profonds bouleversements politiques et culturels. Ces rois et reines couchites ont réussi à unir deux grandes civilisations sous un même sceptre, imposant leur vision du pouvoir et de la religion. Le royaume de Kouch s'était développé le long du Nil, avec une économie prospère basée sur l'agriculture, le commerce et l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or. Cette richesse matérielle a permis à Kouch de constituer une armée puissante et une élite savante, capable d'entretenir des relations diplomatiques complexes. Quand la situation en Égypte s'est affaiblie à cause de luttes internes et d'invasions, les souverains de Kouch ont saisi l'opportunité d'étendre leur influence vers le nord. Le plus célèbre parmi ces pharaons noirs fut Taharqa, dont le règne demeure une référence de cette période dite de la 25e dynastie égyptienne. Son nom signifie en nubien « celui qui aime sa terre ». Il monta sur le trône d'Égypte il y a environ 2700 ans et régna à la fois en tant que roi de Kouch et en tant que pharaon d'Égypte. Sous son commandement,
les relations entre les deux territoires se renforcèrent et son engagement envers le dieu Ammon, à la fois en Nubie et en Égypte, illustre la fusion des pratiques religieuses. Les pharaons noirs ont poursuivi des programmes vastes de restauration architecturale. Ils rénovèrent les temples égyptiens antiques, particulièrement à Karnak et Luxor, en y ajoutant de nouvelles chapelles, statues et obélisques gravés. Ces inscriptions révèlent non seulement une volonté de respecter la tradition, mais aussi d'affirmer un pouvoir nouveau et légitime. Ce fait montre que les rois koushites ne se contentèrent pas d'être des conquérants, mais qu'ils se voyaient comme les gardiens et les continuateurs d'un héritage millénaire. Sur le plan religieux, leur règne représenta une sorte de syncrétisme culturel important. En effet, ils maintinrent l'importance du culte d'Ammon, mais y introduisirent des éléments de la spiritualité nubienne, qui accordait un rôle central à des divinités liées au fleuve et à la nature environnante. Il en résulta une forme de religion plus inclusive, qui symbolisa à la fois unité et diversité. Ces pratiques témoignent du regard respectueux que les pharaons noirs portaient sur leur héritage couchite, tout en adoptant la prestigieuse tradition égyptienne. Politiquement, leur règne fut marqué par des défis incessants. Ils devaient lutter contre les envahisseurs assyriens, motivés par la volonté d'étendre leur empire jusqu'au Nil. Taharqa et ses successeurs menèrent plusieurs campagnes militaires pour défendre leur territoire. Ces conflits permirent au royaume de Kush d'affirmer sa puissance militaire et son importance stratégique dans la région Afrique-Orient. Cependant, malgré leur courage et leur résilience, ces rois firent face à une pression constante qui conduisit à la fin de leur domination sur l'Égypte, sans pour autant éteindre la flamme de leur culture. L'influence des pharaons noirs dépasse donc largement leur période au pouvoir effectif sur l'Égypte. Leur capacité à fusionner deux mondes, à stabiliser une zone géopolitique complexe et à cultiver un patrimoine commun reste remarquable. Ils ont laissé un héritage tangible dans l'architecture, la religion, mais aussi dans la mémoire collective des peuples d'Afrique. Le royaume de Kush, grâce à ce rayonnement, se trouve au cœur d'une histoire souvent méconnue qui invite à repenser les liens anciens entre l'Afrique et le bassin méditerranéen. Un autre aspect fascinant de cette époque concerne la place accordée aux femmes dans le pouvoir. Des reines comme Amani-Renas jouèrent un rôle capital, notamment dans la défense du royaume face aux Romains quelques siècles plus tard. Cette tradition de leadership féminin, qui remonte en partie à la période des pharaons noirs, témoigne d'une société où les pouvoirs religieux et politiques pouvaient se combiner de manière équilibrée, offrant des exemples rares dans l'Antiquité. Ces figures féminines apportent une dimension supplémentaire à la compréhension des dynasties koushites. Le patrimoine archéologique du royaume de Kush, que nous connaissons aujourd'hui grâce à des fouilles à Méroé et Napata, nous révèle une civilisation sophistiquée. Les pyramides nubiennes, plus petites et plus étroites que celles d'Égypte, mais nombreuses, attestent de rites funéraires spécifiques et d'une organisation sociale complexe. L'étude de leurs hiéroglyphes et de leurs objets sacrés prouve que le royaume possédait un système d'écriture développé et une culture religieuse profondément ancrée dans la nature environnante. Tous ces éléments construisent un tableau d'une civilisation riche et fière. Il est aussi important de noter que, pendant le règne des pharaons noirs, l'art prit une nouvelle dimension. Leur représentation sculpturale montre souvent des traits africains, ce qui illustre une volonté de s'identifier pleinement à leur origine. La statuaire de cette période dépeint des rois à la fois dignes et humains, ce qui contraste avec certains canons égyptiens traditionnels. Ce changement iconographique souligne une époque de transition et d'adaptation culturelle, où les influences se croisent et s'enrichissent. Enfin, la chute de la 25e dynastie ne marqua pas la fin de la culture couchite. Bien que l'Égypte reprit son indépendance, le royaume de Kush continua à prospérer et à influencer la région. Ce maintien culturel
et politique permit de préserver des savoirs anciens et des traditions qui inspireront plus tard des mouvements historiques africains. Cette continuité met en lumière la force d'une civilisation qui, malgré les vicissitudes, sut garder sa dignité et son identité propre. En évoquant ce passé lointain, il est évident que les pharaons noirs et leur royaume apportent une nouvelle lecture de l'Antiquité africaine. Leur histoire n'est pas seulement une succession de règnes, mais l'expression d'une rencontre des mondes anciennement séparés, un pont entre culture, religion et pouvoir. En continuant notre exploration, nous aborderons les raisons précises qui ont conduit à la chute de ce royaume et les ramifications de cette disparition sur les siècles qui suivirent. Les pratiques religieuses couchites. Les pratiques religieuses dans le royaume de Couche occupaient une place centrale dans la vie quotidienne et politique. L'ensemble des croyances spirituelles couchites témoignait de leur lien intime avec la nature, les ancêtres et le divin. Le panthéon couchite regroupait des divinités locales, distinctes de celles des voisins égyptiens, bien que certains dieux partageaient des attributs communs. Ces dieux étaient perçus comme des forces protectrices, garantes de la fertilité, de la prospérité et de l'ordre cosmique. Parmi les divinités principales, Apédémak, le dieu lion guerrier, incarnait la puissance et la victoire. Représenté souvent en forme humaine ou partiellement animale, Apédémak était invoqué par les rois avant les batailles. Sa statue majestueuse, retrouvée dans plusieurs temples, témoignait de l'importance de ce dieu dans l'idéologie royale couchite. Il symbolisait également la protection du royaume face aux ennemis extérieurs. Un autre dieu majeur était Amun, importé d'Égypte mais profondément assimilé dans la culture couchite. Ici, Amun prenait une forme plus terrestre et tutélaire, garantissant la légitimité des souverains. Les rois couchites se revendiquaient fils d'Amun pour asseoir leur pouvoir sacré. Les temples dédiés à Amun, notamment à Napata et Méroé, furent des centres religieux et économiques vitaux. Le culte des ancêtres jouait lui aussi un rôle fondamental. Les couchites croyaient que les esprits des défunts pouvaient influencer le monde des vivants. Ainsi, des rituels funéraires complexes visaient à assurer la transition des morts vers l'au-delà et à maintenir leur protection sur les descendants. La découverte de sépultures riches de la nécropole royale illustre leur soin à honorer les souverains disparus. Les prêtres, figures clés du culte, menaient les cérémonies quotidiennes et les grandes fêtes religieuses. Leur savoir ancestral leur conférait un rôle de médiateur entre les hommes et les dieux. Ils maîtrisaient des rituels précis, combinant incantations, offrandes et danses sacrées. Ces pratiques visaient à préserver l'harmonie entre les forces visibles et invisibles de l'univers. Au cœur de la société couchite, les rituels agricoles mettaient en relation la nature et le divin. Les inondations du Nil, bien que plus modestes qu'en Égypte, étaient célébrées comme un don des dieux, source de vie et de richesse. Des cérémonies dédiées guidaient les semailles et les récoltes afin d'assurer une production abondante et des équilibres naturels respectés. Les objets rituels retrouvés dans les sanctuaires, tels que des statuettes, des amulettes et des autels, dévoilent la complexité de la religion couchite. Ces objets portaient des symboles puissants invitant à la protection contre le mal et à la fertilité. Les couchites croyaient en l'efficacité des signes et des talismans pour canaliser les forces divines dans leur vie quotidienne. Les fêtes religieuses se déroulaient selon un calendrier précis, rythmé par les mouvements célestes et les besoins agricoles. Chaque saison apportait son lot de cérémonies où la communauté entière participait. Ces moments de rassemblement renforçaient la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance collective au royaume divinisé par ses rois-dieux. Le culte des eaux, notamment du Nil et des sources sacrées, était un autre aspect fondamental. L'eau était symbole de purification et de renaissance. Les prêtres utilisaient l'eau bénite
pour protéger les habitants et les récoltes. Ce rite de purification assurait le maintien de l'équilibre spirituel au sein de la cité et dans les habitations. Dans les domaines funéraires, les Couchités croyaient en une vie après la mort semblable à celle sur terre. Les tombeaux royaux, parfois creusés dans la roche ou élevés en pyramide, étaient conçus pour abriter le corps et les biens nécessaires au voyage vers l'au-delà. Les inscriptions et les reliefs sur les murs révélaient la richesse symbolique accordée à la protection de l'âme. Les textes religieux, bien que peu nombreux, montrent une langue et une écriture spécifiques mêlant des influences égyptiennes et locales. Ces inscriptions servaient à invoquer les dieux, à assurer la prospérité du royaume et à glorifier les descendants des fondateurs. La lecture de ces textes par les prêtres ajoutait un caractère sacré au rituel. L'importance des oracles dans la prise de décision politique illustre le poids de la spiritualité dans tous les domaines. Les rois cherchèrent conseil auprès des prêtres pour confirmer leurs choix militaires et diplomatiques. L'interprétation des signes divins guidait ainsi les actions du souverain, renforçant sa légitimité aux yeux de son peuple. L'architecture religieuse couchite reflétait aussi les valeurs spirituelles. Les temples, souvent marqués par des colonnes gravées de figures divines, offraient des espaces propices à la méditation et à la prière. La décoration soignée montrait l'alliance du pouvoir céleste et terrestre. Ces édifices servirent de lien tangible entre les hommes et leurs dieux. La musique et la danse accompagnaient fréquemment les cérémonies, créant une ambiance propice au recueillement et à la communion. Des instruments traditionnels, tels que les tambours et les sistres, rythmaient les invocations. Cette dimension sonore renforçait l'expérience spirituelle des participants et soutenait la transmission des récits sacrés. Les Couchites accordaient une attention particulière aux symboles, présents dans les vêtements rituels et les parures. Ces objets codes portèrent des significations précises liées à la protection, à la fertilité ou à l'autorité divine. L'usage de couleurs spécifiques et de motifs symboliques renforçait la portée sacrée des cérémonies. Les pratiques religieuses comportaient également des phases initiatiques destinées aux jeunes nobles. Ces rituels d'entrée dans la vie adulte permettaient de transmettre la sagesse ancestrale et d'imposer les règles sociales et spirituelles. La communauté ainsi régulée garantissait la continuité des traditions et l'harmonie au sein du royaume. Au fil des siècles, ces croyances spirituelles évoluèrent tout en conservant leur originalité. Les contacts avec l'Égypte et d'autres cultures africaines enrichirent progressivement les cultes couchites. Cette dynamique permit aux rituels de s'adapter aux nouvelles réalités politiques ou économiques sans perdre leur essence. Ainsi, les pratiques religieuses du royaume de Couche témoignaient d'une civilisation profondément spirituelle, attachée à l'équilibre entre les forces humaines et divines. Ces croyances structuraient chaque aspect de la vie, de la guerre à l'agriculture, en passant par la gouvernance et le deuil. Elles constituaient une clé essentielle pour comprendre la richesse et la complexité de ce royaume oublié. Ces éléments ouvrent la voie à l'étude des figures historiques qui incarnèrent ces valeurs, en particulier les souverains connus sous le nom de pharaons noirs, dont le rôle marqua durablement l'histoire antique de l'Afrique. Nous poursuivrons donc avec l'analyse de ces leaders emblématiques et de leur influence dans le monde méditerranéen. L'art et l'architecture couchites. Les pyramides du Couche étaient regroupées en nécropoles, parmi lesquelles Méroé demeure la plus célèbre. Cette ville fut une capitale cruciale, où l'architecture funéraire atteignit son apogée. On y dénombre plus de 200 pyramides, organisées avec rigueur, témoignant d'une planification urbaine avancée. Chaque sépulture était ornée de stèles gravées d'inscriptions en écriture méroïtique, une écriture encore partiellement déchiffrée, révélant la complexité culturelle et linguistique de ce peuple. Les décors et bas-reliefs dévoilent des scènes de la vie quotidienne, des rituels religieux et des représentations des rois puissants. Outre les pyramides,
Le patrimoine artistico-architectural du Kouch inclut de nombreuses sculptures en bronze et en pierre. Ces œuvres, souvent réalistes, montrent une maîtrise technique remarquable. Des bustes de souverains, des statues de divinités et des peintures murales illustrent la vie politique et spirituelle de la région. Par exemple, la représentation du roi Taharqa, qui régna durant le 7e siècle avant notre ère, est un exemple d'art royal, alliant majesté et symbolisme. Les sculpteurs kouchites employaient un style distinct, mariant influences égyptiennes anciennes à des éléments africains traditionnels. L'architecture civile mérite également l'attention. Les vestiges des palais et temples prouvent un sens aigu de l'organisation spatiale et du symbolisme. Certains temples étaient dédiés aux divinités égyptiennes traditionnellement vénérées, mais recontextualisées selon les croyances kouchites, démontrant une phase d'intégration culturelle. Les murs étaient redécorés de colonnes ornées de chapiteaux en forme de fleurs de lotus ou de papyrus stylisés, rappelant la richesse botanique du Nil. Ces éléments traduisent non seulement un esthétisme distinct, mais également une volonté d'inscrire la culture kouchitée dans la continuité des grandes civilisations riveraines du Nil. Les objets du quotidien, retrouvés sur les sites archéologiques, complètent notre compréhension de l'art kouchite. Bijoux en or finement ouvragés, poteries décorées et tissus colorés évoquent une vie raffinée. Chaque objet témoigne d'un savoir-faire développé, maîtrisant les techniques locales et les échanges avec les voisins de Nubie et d'Égypte. Les artisans kouchites ont su préserver et enrichir leurs traditions tout en intégrant progressivement des apports extérieurs, créant ainsi un style immédiatement reconnaissable. Les motifs géométriques répétitifs et les représentations animales démontrent un rapport étroit entre art et spiritualité. L'étude des fresques révèle une palette de couleurs sobres mais évocatrices, souvent fondées sur des ocres, des noirs profonds et des blancs cassés. Ces tons suggèrent une approche de l'art davantage centrée sur la narration et l'information que sur la profusion chromatique. Les thèmes dominants sont la royauté, l'environnement naturel et les cérémonies rituelles, abordées sans exagération dramatique. Cette sobriété dans la représentation correspond à la fonction pédagogique des images au sein de la société kouchitée, où chaque illustration contribuait à transmettre des savoirs ou à affirmer une légitimité. Dans l'architecture des pyramides, on note également des dispositifs complexes pour la sonorité et la lumière. Des passages étroits et des chambres internes étaient conçus pour amplifier la résonance des chants funéraires. Cette acoustique particulière illustre la place importante prise par les rites sonores dans la culture kouchitée. Ces espaces intérieurs, que l'on appelle chapelles funéraires, servèrent de lien symbolique entre les vivants et les défunts, mettant en valeur une conception spirituelle où la mémoire et le souvenir sont essentiels. Les ingénieurs kouchites prouvaient ainsi une maîtrise précise de l'espace et de l'environnement sonore. Les inscriptions gravées sur les pierres sont des sources précieuses. Elles mentionnent souvent les exploits des rois, les relations diplomatiques et les dons au temple. Certaines stèles racontent les voyages lointains entrepris par les souverains. Aucune autre civilisation africaine antique ne possédant une telle documentation écrite précise à ce sujet. Cela révèle une dynamique d'ouverture et d'échange culturel importante, notamment avec la Méditerranée et le monde arabe naissant. Cette correspondance entre art et diplomatie souligne l'importance du langage visuel et écrit dans la construction de l'image politique royale. Les techniques employées pour sculpter la pierre locale étaient raffinées. Les artisans utilisaient des outils en cuivre durci et des méthodes de polissage sophistiquées. Le travail sur les statues en granit ou en basalte exigeait patience et savoir-faire. Les reliefs en bas-relief, souvent enchâssés dans les murs des temples, racontèrent la continuité historique du royaume à travers des scènes ordonnées. Ces travaux duraient parfois plusieurs décennies,
illustrant la priorité accordée à la pérennité. Ainsi s'établissait un lien entre les générations passées et à venir, matérialisé dans la pierre même. La ville de Méroé, haut lieu de l'art et de l'architecture couchite, livre une mosaïque de témoignages fascinants. Les sites archéologiques y montrent une densité urbaine et un réseau de routes pavées impressionnant. Des ateliers spécialisés dans la production d'objets artistiques et technologiques ont été découverts. Ces vestiges font apparaître une société organisée autour de métiers précis, favorisant une économie structurée et un marché local dynamique. Le rôle des artisans dans la cohésion sociale est ainsi central, leur travail constituant autant un patrimoine matériel qu'immatériel. À côté des œuvres monumentales, des objets plus modestes enrichissent le récit artistique. Par exemple, des statuettes en terre cuite utilisées lors de rites domestiques ou des masques portés lors de cérémonies témoignent d'une spiritualité vivante. Cette dimension révèle que l'art couchite ne se limitait pas à la gloire royale, mais pénétrait profondément le quotidien. L'ensemble forme un écosystème culturel harmonieux où artisanat, croyances et pouvoir s'entremêlent. Ainsi, la création artistique devenait un langage commun, fédérant une population diverse et plurielle. L'influence égyptienne est visible, mais loin d'être exclusive. Le royaume de Kouch a développé une identité propre, synthétisant divers apports culturels pour aboutir à un style original. Par exemple, la représentation des figures humaines privilégiait le dessin stylisé et la proportion élancée. La coloration des fresques montre aussi une simplification formelle qui contraste avec la complexité égyptienne. Ce syncrétisme traduit non seulement une indépendance politique, mais aussi une créativité intellectuelle nourrie par la coexistence de plusieurs traditions. La découverte récente de sites encore peu explorés promet de nouvelles révélations. Les fouilles dans la région de Napata ont mis au jour des vestiges de temples aux décorations inédites. Parmi eux, des colonnes sculptées avec des motifs végétaux uniques, offrant un aperçu nouveau sur les échanges artistiques. Les chercheurs étudient aussi des fragments de textes ouvrant des pistes sur les rituels et les mythes propres au royaume couchité. Ces travaux renforcent notre compréhension de la complexité culturelle et du raffinement esthétique de cette civilisation longtemps méconnue. En parallèle, l'architecture défensive fait partie intégrante de l'héritage. Les murailles et fortifications bâties en pierre, témoignant d'une organisation militaire avancée, ont été restaurées. Ces structures protégeaient les cités contre les invasions et assuraient la sécurité des populations. Leur présence indique une gestion pragmatique de l'espace urbain, conciliant les besoins religieux, résidentiels et stratégiques. L'équilibre entre fonction et esthétique était un principe directeur, illustré par des portes monumentales et des tours ornées. La production textile, bien que moins visible, joue un rôle artistique important. Les fragments de tissus colorés découverts montrent une maîtrise impressionnante des teintures naturelles et des techniques de tissage. Les motifs, souvent géométriques, étaient porteurs de significations symboliques participant à l'expression de l'identité individuelle et collective. Le travail des fibres végétales témoignait aussi d'une connaissance approfondie des ressources locales, soulignant l'interdépendance entre nature et culture dans l'art couchite. Les collections d'objets rituels complètent notre regard. Instruments de musique, urnes funéraires et amulettes révèlent une inventivité constante adaptée aux croyances. Ces pièces, réalisées avec grand soin, évoquent à la quête d'harmonie et de protection pour les ancêtres et les vivants. Les musiciens avaient un rôle social important en accompagnant les cérémonies, tandis que les amulettes protégeaient contre les forces invisibles. Ainsi, l'art incarnait à la fois un lien social et une manifestation spirituelle. La connaissance des techniques de construction a progressé grâce aux analyses modernes. Les experts utilisent désormais la tomographie et la photogrammétrie pour étudier l'intérieur des pyramides sans détérioration.
Ces méthodes ont révélé des détails insoupçonnés sur la disposition des chambres, la répartition des espaces sacrés et le mode d'accès. La compréhension scientifique s'allie à l'interprétation historique pour restituer le sens profond des œuvres architecturales, renforçant la fascination pour ce patrimoine mystérieux. Les souverains couchites eux-mêmes sont souvent au centre de l'art, inscrivant leur image dans un corpus visuel très codifié. Leur posture, leurs attributs et la mise en scène des reliefs participaient à la construction de leur autorité. Par exemple, les couronnes étaient spécifiques à chaque règne, signalant le pouvoir politique ou religieux. Ce système symbolique complexe témoignait d'une société structurée autour d'une hiérarchie précise et respectée. L'art devenait donc un instrument de communication politique et de perpétuation dynastique. La diffusion des objets d'art couchites à travers le temps témoigne d'une influence au-delà des frontières du royaume. Des marchandises et œuvres ont été retrouvées dans diverses régions d'Afrique et jusqu'au Proche-Orient. Ce réseau d'échanges démontre la place du couche dans un vaste système commercial antique. La circulation des idées et des techniques contribua à renouveler constamment la créativité locale. Par conséquent, l'art couchite apparaît comme un pont entre des mondes divers, reflétant une culture dynamique et connectée. Plusieurs sites renommés ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant une protection internationale à ce témoignage historique. Ces mesures contribuent à la conservation des vestiges et à la diffusion des connaissances auprès du grand public. Elles encouragent aussi le développement du tourisme culturel, permettant une meilleure compréhension de l'histoire africaine ancienne. Cette reconnaissance souligne l'importance de préserver ces œuvres uniques, témoins d'une civilisation brillante et souvent sous-estimée. L'étude approfondie du patrimoine artistique et architectural couchite ouvre de nouvelles perspectives sur la manière dont cette civilisation envisageait son identité. La fusion d'éléments traditionnels et innovants illustre une capacité d'adaptation remarquable. L'art, loin d'être un simple ornement, incarnait des valeurs, des croyances et des volontés sociales, contribuant à renforcer la cohésion et l'endurance du royaume face aux défis extérieurs. Ainsi, il offre une fenêtre privilégiée sur l'âme d'un peuple. Cette immersion dans les réalisations artistiques et architecturales nous mène naturellement vers l'étude des dynamiques politiques et sociales qui ont façonné le royaume du Couche. Le rôle des souverains, l'organisation sociale et les relations internationales influencèrent profondément les formes et les usages de l'art. Nous explorerons ces aspects dans la prochaine partie de notre récit, poursuivant la découverte de cette fascinante civilisation, l'économie et le commerce. L'économie des royaumes couchites reposait essentiellement sur une agriculture bien organisée et un commerce dynamique, ce qui permettait à ces sociétés anciennes de prospérer dans un environnement aux ressources limitées. Les terres alluviales du Nil offraient un terrain fertile pour la culture du millet, de l'orge et du sorgho, qui constituaient la base alimentaire. Les habitants développaient aussi l'élevage de bétail tels que les bovins et les ovins, renforçant ainsi leur autonomie économique. Ces pratiques agricoles étaient soutenues par une connaissance approfondie des cycles du fleuve et des saisons, garantissant des récoltes régulières. La richesse principale du Couche provenait cependant de l'extraction et du commerce de l'or, une ressource dont les mines du territoire nubien étaient célèbres depuis l'Antiquité. L'or était minutieusement exploité dans les régions montagneuses du sud, puis transporté le long du Nil pour être échangé contre des biens de consommation. Des métaux précieux aux objets artisanaux, ces échanges dépassaient souvent le cadre régional. Ils favorisaient des relations étroites avec l'Égypte et au-delà avec les royaumes de la Méditerranée orientale. Le commerce de l'or marquait non seulement la puissance économique du Couche, mais aussi son influence politique. Les routes commerciales s'étendaient ainsi bien au-delà des frontières couchites, reliant le royaume à l'Égypte selon des correspondances complexes. Les archives égyptiennes
mentionne des échanges avec des envoyés koushites apportant des présents et des produits exotiques. Les Égyptiens importaient notamment de l'encens, des peaux fines et du bois précieux. Le bois était une ressource importante car le Kouch disposait de forêts offrant des essences rares, utilisées pour la construction et les œuvres artistiques. Cet échange de matières premières et de biens manufacturés montrait la complémentarité des deux civilisations voisines. Les moyens de transport privilégiés comprenaient le radeau sur le Nil, ainsi que des caravanes sur les routes terrestres qui suivaient les oasis et les vallées. Ces caravanes de chameaux et de bœufs assuraient le commerce des produits comme les textiles, le vin et les céramiques, indispensables au mode de vie kouchite comme égyptien. Ces échanges exigeaient une organisation logistique rigoureuse et une coopération politique entre les chefs tribaux et les autorités royales. Ainsi, le commerce structuré favorisait la stabilité et la prospérité économique de la région. La place des artisans était remarquable dans cette économie commerciale. Les forgerons, potiers et tisserands produisaient à la fois pour la consommation locale et pour l'exportation. La qualité des objets en fer, en cuivre et en argile témoignait d'un savoir-faire sophistiqué qui faisait la réputation du royaume. Les ateliers royaux entretenaient une production organisée, assurant une disponibilité suffisante des produits. Cette industrie artisanale dynamique jouait un rôle crucial dans la création de richesses et dans la satisfaction des besoins quotidiens des populations. L'économie kouchite s'appuyait également sur l'exploitation minière en dehors de l'or. Les mines de cuivre, de fer et d'obsidienne fournissaient des matériaux essentiels à la fabrication d'outils et d'armes. Le cuivre, en particulier, était un métal recherché pour ses usages pratiques et décoratifs. Ces activités minières étaient menées dans un cadre souvent organisé, avec des travailleurs spécialisés et des méthodes d'extraction adaptées aux structures géologiques. Ces matériaux produits sur place étaient un atout pour le commerce extérieur et la défense militaire du royaume. Les échanges commerciaux avec les royaumes voisins ne se limitaient pas aux matières premières. Ils comprenaient aussi une circulation des connaissances et des technologies. Par exemple, le Kouch a adopté certaines innovations égyptiennes dans l'agriculture irriguée, ainsi que des techniques artistiques dans l'orfèvrerie et la poterie. Inversement, des éléments de la culture kouchite ont influencé des populations voisines. Cette interaction culturelle, sans être forcée, s'inscrivait dans une relation de voisinage économique et diplomatique. Les trésors archéologiques témoignent encore de ces échanges fructueux. Les marchés locaux jouaient un rôle important dans la circulation des biens au sein même du royaume. Organisés dans les centres urbains tels que Napata et Méroé, ces marchés réunissaient producteurs, artisans et marchands. Les échanges s'y faisaient dans une ambiance mesurée, en accord avec les normes sociales et religieuses. Ces places marchandes favorisaient aussi la diffusion des idées et la création de réseaux sociaux. Les taxes prélevées lors de ces transactions finançaient en partie le pouvoir royal, consolidant ainsi l'influence politique du souverain. Le rôle de la royauté kouchitée dans l'économie n'était pas uniquement symbolique. Les souverains dirigeaient directement de nombreuses initiatives commerciales et agricoles. Ils contrôlaient les routes stratégiques, protégeaient les caravanes et imposaient des règlements sur la qualité des produits échangés. Ces mesures garantissaient la stabilité des échanges et la réputation du royaume comme partenaire fiable. La monarchie utilisait aussi les revenus du commerce pour financer les constructions religieuses et les projets d'infrastructures hydrauliques. Dans une perspective plus large, le commerce kouchité contribuait à la mise en relation de plusieurs civilisations d'Afrique et du Proche-Orient. Le Nil servait de véritable corridor commercial, permettant le transfert de biens précieux, d'idées et de compétences. Cette connectivité renforçait la position stratégique du Kouch. Plus tard, lorsque l'Empire romain s'étendit, le Kouch sut tirer parti de ces réseaux pour maintenir ses échanges et sa vitalité économique malgré les bouleversements géopolitiques.
le contrôle de zones commerciales clés demeurait une priorité. Une dimension importante du commerce couchite concernait l'échange d'esclaves, bien que ce commerce fût prudemment régulé. Les esclaves, souvent issus de conflits locaux ou de populations marginalisées, étaient utilisés dans les mines et les travaux agricoles. Leur travail contribuait à l'accroissement des richesses du royaume. Mais ces pratiques étaient aussi encadrées par des normes sociales et religieuses spécifiques. Les études récentes invitent à envisager ces échanges non seulement sous l'angle économique, mais aussi dans leur contexte humain complexe. En conclusion, l'économie du royaume de Kouch révélait une organisation fine et une grande adaptabilité. Le commerce, en particulier avec l'Égypte voisine, constituait une colonne vertébrale du développement local. Il favorisait des proximités culturelles et politiques qui marquaient profondément l'histoire de la région. Les richesses matérielles nourrissaient à la fois la prospérité quotidienne et la grandeur des souverains. Cette dynamique économique, bien qu'ancienne, fait ressentir son écho dans les traces archéologiques et dans l'héritage des civilisations d'Afrique orientale. La suite de notre récit portera désormais sur les aspects religieux et spirituels qui occupaient une place centrale dans cette société fascinante. Les guerres et conflits connus. Le royaume de Kouch, niché au sud de l'Égypte ancienne, se démarque par une riche histoire militaire, marquée par plusieurs conflits d'envergure. Ces affrontements reflètent les dynamiques de pouvoir entre ce royaume africain et ses voisins, notamment l'Égypte, mais aussi diverses tribus et royaumes de la région. Comprendre ces guerres et leurs causes apporte un éclairage essentiel sur la complexité politique et militaire du Kouch. L'un des premiers grands conflits connus fut l'invasion égyptienne sous Thoutmôsis III. Ce dernier chercha à étendre son influence vers le sud, ce qui mena à plusieurs batailles contre les forces couchites. Les raisons derrière ces combats furent principalement le contrôle des routes commerciales et des ressources naturelles telles que l'or et l'ivoire, cruciales pour les économies locales. Ces affrontements modifièrent durablement les rapports de force entre les deux puissances. Plus tard, au XIIIe siècle avant notre ère, le royaume de Kouch réussit à repousser plusieurs campagnes militaires égyptiennes visant à rétablir la domination sur la région. Les armées couchites, bien organisées et adaptables au terrain, jouèrent un rôle capital dans ces victoires défensives. Ces succès marquèrent une période de relative indépendance et de prospérité pour Kouch. Le conflit le plus marquant reste cependant la guerre des 30 ans entre Kouch et l'Empire égyptien sous la dynastie des Saïtes. Ce long combat se caractérisait par des sièges prolongés, des escarmouches fréquentes et une lutte acharnée pour le contrôle du Nil. L'issue de cette guerre permit aux Kouchites de renforcer leur présence dans la région de Napata, siège politique et religieux majeur. Ce fut également une période où émergea la figure du roi Taharqa. Taharqa, célèbre parmi les pharaons noirs, fut non seulement un souverain capable de consolider le royaume, mais aussi un stratège militaire habile. Durant son règne, Kouch vivait sous la menace constante d'Assyriens avides de conquête. Taharqa mena plusieurs campagnes défensives, réussissant temporairement à repousser l'envahisseur. Cependant, ces conflits provoquèrent aussi un épuisement des ressources. Son leadership laisse un héritage complexe entre gloire militaire et difficultés politiques. Les conflits entre Kouch et l'Empire assyrien révélèrent l'importance des alliances et des stratégies diplomatiques en plus de la force brute. Par exemple, Taharqa chercha à cimenter des coalitions avec d'autres puissances régionales, ce qui complexifia considérablement le jeu des pouvoirs autour du Nil. Ces relations diplomatiques jouèrent un rôle souvent sous-estimé dans l'équilibre fragile entre guerre et paix. Parallèlement, sur le plan interne, divers soulèvements et luttes de succession affectèrent la stabilité du royaume. Ces troubles internes furent parfois exploités par les ennemis pour affaiblir le pouvoir central. Ainsi,
L'histoire militaire de Kouch n'est pas seulement une succession de batailles extérieures, mais aussi une saga de tensions internes influençant sa capacité à résister aux agressions. À la fin du 7e siècle avant notre ère, les Assyriens conquirent finalement la région, marquant le début d'une nouvelle ère. Toutefois, loin d'être pure soumission, cette période permit à certains éléments culturels kouchites de se diffuser dans les civilisations conquérantes. La résistance armée devient alors un facteur d'identité collective pour les populations locales. Preuve que les conflits eurent des répercussions au-delà du simple jeu militaire. Une autre phase importante concerne les affrontements du royaume de Méroé, successeur de Kouch, avec des puissances telles que les Romains. Ces confrontations se déroulèrent principalement aux frontières nord du royaume, dans une situation de tension constante. Les batailles n'étaient pas seulement militaires, elles impliquaient aussi un contrôle symbolique des territoires, notamment des temples et cités qui détenaient une importance religieuse. Les chroniques méroïtiques, bien que fragmentaires, suggèrent que les rois kouchites avaient développé une armée plus diversifiée, incorporant cavaliers, archers et infanterie lourde. Ces forces permirent de mener des campagnes offensives et défensives, souvent dans des conditions climatiques difficiles. Les tactiques employées s'adaptaient aux particularités géographiques du Soudan actuel, où déserts et savanes formaient un terrain complexe pour la guerre. Au-delà des conflits majeurs, des guerres moins connues opposèrent Kouch à des tribus nomades et à des entités politiques plus petites. Ces hostilités locales avaient principalement pour but de préserver les routes commerciales ou de sécuriser les frontières. Leur fréquence reflète la nature instable de la région et la nécessité permanente pour le royaume de défendre ses intérêts économiques et politiques. L'impact durable de ces nombreux conflits sur la culture kouchite est visible à travers les vestiges archéologiques. Par exemple, les fortifications construites autour de Napata et Méroé témoignent d'une volonté stratégique claire. Par ailleurs, les représentations artistiques de bataille sur les bas-reliefs illustrent à la fois les exploits militaires et le rôle important des chefs de guerre dans la société. Cet héritage renseigne sur la perception que les Kouchites avaient de la guerre. L'interaction avec d'autres civilisations, dont l'Égypte, l'Assyrie, Rome et des groupes locaux, a façonné une histoire militaire riche et variée. Elle montre que Kouch n'était pas un royaume isolé, mais un acteur dynamique dans le sud de l'ancienne Méditerranée. Les guerres et conflits connus participent donc à la compréhension plus large des réseaux politiques, économiques et culturels qui ont traversé l'Afrique antique. La médecine et la logistique militaire connue de Kouch offrent aussi un éclairage passionnant. Des sources anciennes indiquent que les armées kouchites avaient accès à certaines formes avancées de soins et d'organisation, ce qui était essentiel pour maintenir l'endurance lors des campagnes prolongées. Cet aspect souligne l'importance de la préparation autant que celle du courage dans les batailles historiques. Enfin, ces guerres témoignent de la résilience d'une culture souvent oubliée dans les récits classiques. Le royaume de Kouch, loin d'être une simple annexe de l'Égypte ancienne, a forgé sa propre identité à travers des conflits qui ont durablement influencé son développement politique et social. Toute étude de cette période invite à reconsidérer l'histoire africaine sous un angle plus vaste et diversifié. Ainsi, essentielle à l'évolution du royaume, l'histoire militaire de Kouch illustre les alliances complexes, les luttes pour le pouvoir et les adaptations stratégiques. Elle ouvre la voie à l'analyse des chapitres suivants consacrés aux aspects culturels, économiques et religieux du royaume. L'exploration de ces dimensions permettra de mieux comprendre comment Kouch a su résister aux épreuves du temps et laisser une trace indélébile dans l'histoire. La chute et l'oubli progressif. Le royaume du Kouch, jadis une puissance remarquable du Nil, a vu son rayonnement décliner lentement avec le passage des siècles. Plusieurs facteurs, tant internes qu'externes, ont contribué à ce processus d'oubli progressif. Comprendre ces dynamiques
permet d'apprécier la complexité de la disparition d'une civilisation aussi influente que celle des Noirs pharaons. D'un point de vue interne, le Kouch a souffert de tensions politiques liées à la succession des rois. À mesure que les lignées monarchiques se diversifiaient, les alliances se transformaient en rivalités, affaiblissant ainsi la cohésion de l'État. Certaines familles influentes cherchaient à accroître leur pouvoir au détriment de la stabilité générale, ce qui a créé des divisions au sein de l'élite. Ces conflits politiques internes ont aussi été amplifiés par des changements sociaux importants. La société kouchite, autrefois unie autour du pouvoir royal et de la religion traditionnelle, a dû intégrer des influences étrangères qui ont modifié ses structures. L'introduction de nouvelles religions et la transformation des croyances ont peu à peu distendu les liens culturels qui avaient cimenté l'État. Sur le plan économique, le royaume a subi des pressions nombreuses. La variation des routes commerciales, notamment la diminution des flux liés à l'or et à l'encens, a réduit ses sources de revenus. Cette perte financière a affecté la capacité du Kouch à maintenir une armée efficace et à investir dans les infrastructures nécessaires à son maintien. Par ailleurs, les conditions environnementales ont joué un rôle non négligeable dans le déclin du royaume. Des périodes prolongées de sécheresse ont vulnérabilisé ces terres fertiles autour du Nil, rendant l'agriculture plus difficile et créant des tensions sur les ressources naturelles. La survie du peuple kouchite dépendait étroitement de ces cycles naturels, ce qui renforçait leur impact. Les invasions extérieures ont également contribué à accélérer la chute du Kouch. Les incursions des puissances voisines, notamment celles des Romains et des Nubiens, ont déstabilisé le territoire. Ces envahisseurs cherchaient à contrôler les ressources précieuses du royaume, provoquant des guerres prolongées qui ont épuisé les forces militaires locales. Cette pression constante a obligé les souverains kouchites à modifier leur stratégie politique et militaire. La capitale elle-même a dû être déplacée à plusieurs reprises pour échapper aux menaces, ce qui a érodé la permanence de l'administration centrale. Ces changements ont déstabilisé l'organisation politique et sociale. L'artisanat et la production culturelle ont connu une stagnation progressive. Alors que le Kouch s'était distingué par une architecture et une iconographie riche, l'influence grandissante des cultures environnantes a conduit à une homogénéisation des pratiques artistiques. Ce phénomène a participé à la dilution de l'identité culturelle propre au royaume. La transmission des savoirs traditionnels s'est également affaiblie. Les écoles de scribes et les prêtres, garants des coutumes ancestrales, ont perdu de leur importance, faute de mécénat suffisant. La langue et les rituels ont peu à peu été remplacés par des pratiques importées, ce qui a contribué à la dissipation de la mémoire collective. L'oubli progressif de la civilisation kouchite s'explique aussi par le contraste avec d'autres empires mieux documentés et promus. Les textes anciens favorisant l'Égypte et Rome ont occulté les récits sur le Kouch, reléguant son histoire à une place marginale dans les annales du temps. Cette situation a renforcé l'impression d'une disparition totale. Pourtant, les vestiges archéologiques prouvent une présence persistante de cette culture jusqu'à des périodes tardives. Plusieurs sites en Nubie témoignent d'un héritage qui n'a jamais totalement disparu, même si les traces dans la conscience collective mondiale sont ténues. Ces vestiges permettent d'entrevoir la richesse passée du royaume. Le rôle des femmes au sein de la société kouchite mérite aussi d'être souligné. Certaines figures royales féminines ont exercé un pouvoir considérable et ont contribué à la stabilité politique à diverses époques. Leur influence, bien que souvent négligée, montre la complexité des relations sociales au sein du royaume. D'autres dynasties régionales ont émergé suite à la désintégration progressive du pouvoir central kouchite, fragmentant davantage le territoire. Ces entités indépendantes n'ont pas réussi à restaurer la grandeur ancienne, mais ont maintenu des traditions locales dans un contexte réduit, contribuant à la survie partielle des traces identitaires.
L'étude des échanges commerciaux postérieurs au déclin du Kouch révèle des influences croisées qui ont modifié les interactions entre royaumes africains et méditerranéens. Ces liens ont permis une circulation limitée des idées et des biens, bien que le Kouch lui-même ait perdu son rôle central dans ces réseaux d'échange. Il est aussi pertinent de considérer l'impact du changement climatique à long terme. La modification des précipitations et l'avancée de la désertification ont rendu plus difficile la vie dans les régions périphériques du royaume, forçant les populations à migrer vers des zones plus hospitables. Ce phénomène a contribué à l'affaiblissement démographique. L'évolution des technologies militaires a également joué un rôle. Le Kouch, longtemps armé de techniques traditionnelles, a dû faire face à des adversaires disposant d'armes de plus en plus sophistiquées. N'ayant pas toujours accès aux innovations, ses forces ont été dépassées, accélérant ainsi sa défaite face aux envahisseurs. La religion officielle a subi une transformation menée par l'influence croissante du christianisme au cours des premiers siècles de notre ère. Ce changement a brouillé les racines antiques du royaume, introduisant de nouveaux rites et modifiant les structures de pouvoir religieux qui avaient jusque-là consolidé l'État. Les récits mythologiques et historiques produits dans d'autres cultures ont souvent dépeint le Kouch sous un jour exotique ou hostile, ce qui a freiné de nombreux historiens dans leur compréhension objective du royaume. Cette perception biaisée a contribué à un morcellement de son image historique, entravant sa reconnaissance. Les premiers explorateurs européens du XIXe siècle, en quête de mystères africains, ont aussi influencé la représentation du Kouch en Occident. Leur interprétation teintée d'orientalisme n'a pas toujours rendu justice à la complexité et à la richesse culturelle de ce peuple, renforçant des clichés durables. La découverte tardive des sites archéologiques majeurs a retardé la réhabilitation de la mémoire du Kouch. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle que les recherches systématiques ont permis de mieux comprendre son importance au sein de l'histoire africaine et mondiale. Ces travaux ont ouvert de nouvelles perspectives. La protection insuffisante des vestiges a conduit à des pillages et à la destruction de nombreux artefacts, effaçant des pans entiers du patrimoine. Ces pertes matérielles ont limité la capacité des chercheurs à reconstituer fidèlement l'histoire du royaume, renforçant ainsi l'impression d'un passé perdu, mais accessible par fragments. Cependant, la renaissance de l'intérêt pour le Kouch dans les milieux académiques et culturels contemporains montre une volonté de redonner vie à cette civilisation oubliée. Expositions, publications et projets de conservation s'efforcent aujourd'hui de réhabiliter cette page essentielle de l'histoire de l'Afrique. Le rôle crucial des communautés locales dans la protection et la valorisation du patrimoine kouchite est également un facteur d'espoir. Leur attachement aux traditions ancestrales et leur engagement dans les initiatives culturelles participent à une dynamique de reconnaissance renouvelée. La complexité du déclin du royaume du Kouch invite à dépasser les explications simplistes. Il s'agit d'un phénomène multifactoriel où se mêlent transformations politiques internes, pressions extérieures, mutations culturelles et évolution environnementale. Cette constellation de causes explique une disparition progressive, mais non absolue. S'intéresser à cette histoire permet aussi de mieux comprendre les mécanismes d'oubli dans les civilisations humaines. Le Kouch illustre comment une culture puissante peut s'étioler sans disparaître totalement, résistant dans la mémoire régionale et les vestiges matériels, malgré l'effacement dans les récits dominants. Ainsi s'achève cette analyse sur les facteurs ayant conduit au déclin du royaume du Kouch et à sa perte dans la mémoire collective. Cette réflexion prépare le terrain pour explorer dans la suite du récit la manière dont sa culture, malgré l'oubli, influence encore certaines traditions contemporaines autour du Nil. La redécouverte archéologique moderne. Les premières recherches contemporaines sur le royaume de Kouch ont commencé véritablement au cours du XIXe siècle, lorsque des explorateurs européens ont commencé à s'intéresser aux ruines mystérieuses situées sur les rives du Nil Blanc. Ces recherches se sont intensifiées au cours du XXe siècle,
avec des campagnes de fouilles systématiques menées par des archéologues du monde entier. Parmi les premières découvertes majeures figurent les sites de Napata et Méroé, centres historiques du royaume, qui ont offert une richesse de témoignages matériels essentiels à la reconstitution de cette civilisation. Les fouilles ont révélé des palais imposants, des temples dédiés à des divinités locales et des nécropoles où reposaient les rois appelés les pharaons noirs. Ces découvertes ont aidé à comprendre le rôle politique et religieux de Kouch en lien avec l'Égypte voisine et plus largement avec toute la vallée du Nil. Le temple d'Amon à Jebel Barkal, par exemple, a offert un aperçu précieux des croyances et du culte couchite, démontrant une continuité avec les traditions égyptiennes, tout en affichant une identité culturelle propre. Les fouilles de Méroé, ville située plus en aval, ont révélé des pyramides beaucoup plus modestes que celles d'Égypte, mais qu'on distingue par leur architecture particulière et leur abondance, avec plus de 200 monuments funéraires recensés. Ces pyramides ont fourni des inscriptions écrites en méroïtique, une langue encore partiellement déchiffrée, ce qui a permis de mieux appréhender les dynasties couchites et leur organisation sociale. Grâce à ces études épigraphiques, on a découvert que Kouch possédait une administration complexe et une riche vie économique, avec notamment l'exploitation intensive des ressources minières de la région. Parmi les figures archéologiques majeures, on peut citer George Andrew Reisner, qui a dirigé des campagnes clés dans la première moitié du XXe siècle, apportant une méthodologie rigoureuse et des découvertes décisives, notamment sur les liens entre Kouch et l'Égypte antique. Plus récemment, des missions africaines et internationales se sont concentrées sur la valorisation du patrimoine, la conservation des sites et l'utilisation de nouvelles technologies telles que la photogrammétrie et les relevés géophysiques afin de mieux cartographier et étudier les ruines enfouies. Les fouilles modernes ont également mis en lumière l'importance du commerce dans le royaume couchite, qui s'étendait bien au-delà de ses frontières. Les objets exhumés montrent des échanges avec des territoires lointains comme la Méditerranée, la péninsule arabique et même l'Inde ancienne. Ce réseau commercial complexe a favorisé la prospérité et la diffusion d'idées ainsi que d'innovations techniques, témoignant d'un monde largement connecté déjà à cette époque. L'approche interdisciplinaire des archéologues contemporains mêle aussi l'étude des restes biologiques, comme les squelettes humains et les vestiges animaux, pour mieux comprendre la société couchite. Ces analyses ont révélé des détails sur l'alimentation, la santé et même les pratiques ethniques et rituelles. On sait ainsi que les élites couchites pratiquaient des rituels funéraires précis, avec des offrandes et des cérémonies reflétant leur conception du monde et leur position dans la hiérarchie sociale. Une découverte notable a été celle d'inscriptions en alphabet méroïtique sur des objets quotidiens et des monnaies. Cet alphabet demeure l'un des rares systèmes d'écriture africains originaux, distincts des hiéroglyphes égyptiens ou des écritures arabes. Le déchiffrement progressif de ces textes a permis de mieux comprendre la langue, la littérature et la transmission des savoirs dans la culture couchite. Il apparaît alors que cette civilisation possédait un corpus de textes à caractère administratif, religieux et poétique, reflet d'une société très structurée. Par ailleurs, les objets retrouvés dans les tombes, comme des bijoux en or, des poteries décorées et des outils en fer, témoignent également de l'habileté artistique et technique des artisans couchites. Ces éléments ont fait l'objet d'analyses approfondies qui ont montré une influence et une adaptation des styles venus d'Égypte, d'Afrique subsaharienne et de la Méditerranée, illustrant un métissage culturel remarquable. Les recherches archéologiques contemporaines ne se limitent pas à la phase de fouille, mais englobent aussi une dimension pédagogique et patrimoniale. Les musées en Afrique et dans le monde entier exposent aujourd'hui ces artefacts, favorisant largement la diffusion des connaissances sur le royaume de Kouch auprès du grand public.
Cette valorisation contribue à replacer cette civilisation majeure dans l'histoire universelle, longtemps éclipsée par les récits dominants centrés sur l'Égypte. Un défi majeur demeure cependant la préservation des sites. Souvent menacés par l'érosion naturelle, l'urbanisation rapide et même le pillage. Des partenariats internationaux ont vu le jour pour assurer la protection du patrimoine couchite, combinant efforts scientifiques et sensibilisation des populations locales. Ces collaborations témoignent d'un engagement croissant à sauvegarder ce patrimoine pour les générations futures, tout en favorisant un tourisme culturel, respectueux et durable. Les techniques modernes comme le lidar aérien ont révélé des structures invisibles à l'œil nu, donnant un panorama inédit des villes couchites et de leur organisation spatiale. Ces avancées renforcent la capacité des chercheurs à comprendre la complexité et l'étendue du royaume, en contestant parfois les théories traditionnelles sur sa chronologie et son territoire exact. De nouvelles hypothèses émergent ainsi sur les liens entre Kouch et les régions voisines, bouleversant les certitudes précédentes. Le développement de la recherche sur Kouch a également encouragé la formation d'une nouvelle génération d'archéologues originaires des pays concernés, souvent engagés dans une démarche plus respectueuse des contextes locaux. Cette dimension humaine et éthique est devenue essentielle pour une archéologie durable, qui reconnaît l'importance du patrimoine culturel comme un bien commun et un lien vivant entre passé et présent. Dans ce contexte, les découvertes récentes autour des nécropoles de Gebel Barkal ont apporté des informations précieuses sur les rituels funéraires, les hiérarchies sociales et les pratiques religieuses. Certains tombeaux exceptionnels ont révélé des fresques inédites et des objets en ivoire, témoignant du raffinement artistique et des échanges culturels à l'époque. Ces trouvailles mettent en lumière la richesse spirituelle du royaume de Kouch, souvent méconnue. Les archives historiques, bien qu'éparses, ont été confrontées aux données archéologiques, permettant une relecture critique des sources antiques. Les textes grecs, romains et égyptiens qui mentionnent Kouch et ses souverains sont ainsi replacés dans leur contexte réel grâce aux preuves tangibles des fouilles. Cette confrontation des sources offre une image plus nuancée et complète du royaume couchite, loin des stéréotypes simplistes. L'histoire du royaume de Kouch, longuement occultée, est aujourd'hui réécrite avec minutie. Les efforts des chercheurs et des institutions culturelles contribuent à sortir cette civilisation de l'ombre, faisant ressurgir une culture ancienne qui a profondément influencé l'histoire de l'Afrique et du bassin méditerranéen. Ces perspectives renouvelées invitent à une réflexion sur la diversité des civilisations humaines et la richesse des héritages oubliés. Ainsi, la redécouverte archéologique moderne du royaume de Kouch révèle un monde fascinant et complexe où se mêlent art, pouvoir, religion et vie quotidienne. Cette exploration progressive invite à repenser l'histoire africaine dans sa globalité, privilégiant des récits pluriels et interconnectés. Le voyage dans le temps que propose la connaissance retrouvée de Kouch ouvre la porte à la compréhension d'une culture dont l'influence résonne encore aujourd'hui, invitant à poursuivre la découverte avec une attention renouvelée. Ce panorama des recherches modernes prépare le terrain pour aborder plus en détail les personnages et événements clés qui ont marqué cette civilisation unique. La suite de ce récit révélera l'itinéraire des pharaons noirs, leur conquête et la richesse d'une culture longtemps oubliée mais désormais mise en lumière. Héritage du Kouch dans l'histoire africaine. Le royaume du Kouch, situé au sud de l'Égypte ancienne, engagea une histoire qui traversa les siècles et les vastes espaces de l'Afrique. Ce royaume, dominé par des souverains appelés les pharaons noirs, incarna une culture riche et complexe, souvent oubliée dans les récits traditionnels. Son influence ne se limita pas à sa région immédiate, mais s'étendit bien au-delà des rives du Nil, jusqu'aux cultures méditerranéennes et plus loin en Afrique subsaharienne. Les Kouchites développèrent une société organisée où l'architecture, l'art et la diplomatie
jouèrent des rôles essentiels. Ils bâtirent des pyramides, certes plus petites que celles d'Égypte, mais non moins impressionnantes, qui servaient de tombeaux aux rois et aux reines. Ces constructions démontraient leur savoir-faire technique et leur conception du pouvoir et de l'au-delà, témoignant d'une civilisation avancée et respectueuse de ses traditions. Au plan culturel, le royaume du Kouch se singularisa par son écriture méroïtique, encore partiellement déchiffrée, qui permit la transmission d'une histoire et de pratiques religieuses propres. Les temples dédiés à des divinités telles qu'Amon témoignaient d'une foi profondément enracinée, associant des éléments égyptiens et nubiens pour créer un panthéon original. Ces pratiques animistes et rituels funéraires nourrissaient un lien vital entre les vivants et les ancêtres. Par ailleurs, le commerce fut l'un des piliers de la prospérité couchitée. Le royaume servait d'intermédiaire entre l'Afrique noire et le monde méditerranéen. Des marchandises précieuses comme l'or, l'encens, le cuivre et l'ivoire circulaient à travers ce réseau. Ce commerce intensif permit une ouverture culturelle et économique, favorisant des échanges d'idées et d'objets entre peuples et civilisations variées. Les pharaons noirs du Kouch, notamment ceux qui régnèrent à Napata et Méroé, laissèrent des traces durables dans l'histoire régionale. Ils ressuscitèrent parfois la grandeur égyptienne, tout en affirmant leur identité propre, illustrant ainsi la capacité d'une culture à puiser dans ses racines tout en évoluant. Ces dirigeants incarnèrent un pouvoir africain au centre des civilisations antiques, une réalité méconnue qui mérite d'être reconnue. Le royaume du Kouch poursuivit son existence durant plusieurs siècles, malgré les défis naturels et politiques. Il survécut à l'expansion romaine, aux invasions venues du désert et aux changements climatiques qui bouleversèrent son environnement. Cette résilience démontre l'adaptabilité et la vitalité d'un peuple qui sut préserver ses valeurs tout en s'insérant dans un monde en mutation constante. Aujourd'hui, le Kouch reste une source d'inspiration pour les chercheurs et historiens qui cherchent à éclairer l'Afrique ancienne. La redécouverte de ces vestiges offre une perspective nouvelle sur les dynamiques et les échanges qui nourrirent les civilisations africaines, éclipsant les idées reçues et les récits eurocentriques. Comprendre le Kouch, c'est aussi comprendre une part capitale de l'humanité. En explorant plus avant cet héritage, on réalise que la culture couchite mêle savoir, spiritualité et innovation. À travers leurs arts, leur architecture et leur écriture, les Couchites ont transmis un message de continuité et de respect envers le passé, ainsi qu'une invitation à la connaissance. Cela rappelle que l'histoire africaine est riche d'expériences qui dépassent largement les stéréotypes et les simplifications. Finalement, cette histoire appelle à une reconnaissance accrue de la place centrale que le royaume de Kouch occupa dans la trame africaine et mondiale. C'est un témoignage puissant d'une identité forte qui traversa les âges et les épreuves, un pont entre différents mondes et un miroir de la diversité humaine. Rappeler ce passé lumineux contribue à restaurer la richesse de la mémoire africaine collective. À mesure que la nuit enveloppe ce récit, il est apaisant de savoir que le Kouch, par son essence même, incarne un lien profond entre les traditions humaines et la quête de sens. Cette culture oubliée, par son influence et ses réalisations, laisse une empreinte inaltérable qui nous invite à une lecture renouvelée de l'histoire universelle. Le silence paisible de son désert protège ce trésor du temps. Nous pouvons ainsi conclure que le royaume de Kouch, loin des projecteurs habituels, fut un acteur majeur dans la construction des civilisations antiques. Son héritage persiste dans les mémoires, les pierres et les esprits de ceux qui s'approchent de ses ruines avec curiosité et respect. Ce voyage dans son passé nous offre un moment de réflexion sur le rôle essentiel des cultures africaines anciennes. Ce récit s'achève ici, mais ouvre la voie à une compréhension plus large des influences croisées entre les peuples et les temps. Le Kouch, métaphore d'une histoire à la fois complexe et lumineuse,
nous invite à poursuivre la découverte des mondes qui ont façonné notre présent. Ainsi, nous passons doucement à la contemplation de la prochaine histoire, une nouvelle page à tourner dans le livre du temps.